et on est parti pour le premier point Actu Hardware de février 2021. Nous sommes aujourd'hui le lundi 1er février. Des trucs sympas, importants, pas mal de trucs parce que il n'y a pas eu vendredi dernier. J'étais en montage de PC, voilà, j'ai pas fini à temps, donc il n'y a pas eu. Mais on n'a pas loupé grand chose, ne vous en faites pas. Tout ce qu'on aurait pu louper, vous l'aurez, tôt ou tard. Il n'y a aucun problème là-dessus. Aujourd'hui, comme tous les lundis, on va commencer par les prix. Les prix des processeurs, des cartes graphiques, de la RAM DDR4, celle qui est utilisée actuellement, et du stockage SSD. Toujours intéressant de s'intéresser au prix, on le fait toutes les semaines, donc vous savez quand c'est le moment d'acheter ou pas. On aura pareil, comme tous les lundis, le top 10 des ventes Steam de la semaine passée. Donc toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui disparaît, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche plus. Sachant que Steam est une très grosse plateforme et donne une bonne indication des envies et de ce qui marche, en tout cas à un instant T. Donc on dira avec une petite news Netflix, une news moi qui me fait plaisir. Ça ressort du Tomb Raider. On va en discuter un peu, mais moi ça me fait plaisir. Une news commerce international, Xiaomi qui tente des choses pour ne pas être blacklisté. On va en parler, mais est-ce que ça va marcher? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne suis pas assez calé pour savoir comment ils vont pouvoir s'en sortir. Si même ils vont pouvoir s'en sortir ou si c'est peine perdue. Mais ils essayent, ils ont vu leurs potes et ils essayent. On aura ensuite une news sur une collaboration entre Intel et TSMC. Incroyable, je ne pensais pas voir ça un jour, mais visiblement, voilà, ça va travailler ensemble. Même si ça a quand même l'air d'être plus Intel qui est client de TSMC, ça va travailler un peu ensemble en recherche et développement, donc pourquoi pas, hein. Intel a bien besoin d'avoir ce genre d'allié dans le futur. On aura le bilan d'Epic, Epic Game Store, Epic Game, ceux qui font Fortnite, tout ça. Ça marche bien, on voit les entreprises du numérique ne connaissent pas vraiment la crise, en tout cas pas les plus grosses. On a toujours des bonnes progressions. On aura ensuite un petit point périphérique avec un clavier Asus ROG, clairement très haut de gamme, clairement cher, mais qui régale tout de même. Peut-être un petit reproche, mais il régale quand même. Et une souris Corsair, mais là moins haut de gamme, plus accessible. Il y aura un fil, elle sera plutôt légère et pas chère. Donc plutôt sympa, une souris qui moi personnellement m'intéresse à voir, mais j'aime bien. Très sobre, très efficace. On aura un petit point stock qui fâche. Le point stock qui fâche chez AMD. Est-ce qu'on est étonné? Pas vraiment, mais ça reste un point stock qui fâche. On continuera avec un petit point sur la 11e génération Intel. Encore des news qui, on peut le dire, ne font pas si plaisir que ça. Un point conso sur le i9 11900 KF, donc sans la partie graphique, et un point perf sur le 11900K, donc là on garde la partie graphique intégrée. Ok. Et on finira avec un petit objet accessible, pas spécialement, mignon oui plutôt, intéressant oui aussi. De chez Intel, on parlera du NUC 11, des points intéressants, ça reste pas super accessible malheureusement, mais des points intéressants. Et on finira avec de l'insolite,
Une petite news Tesla, une petite news Apple, mais ça c'est juste pour la régalade de la fin. Et des news où il ne faut plus réfléchir. Donc on commence avec un peu de réflexion, même si là, pas vraiment de réflexion, plus de gobage d'informations et savoir si c'est le moment ou pas. On part sur les prix directement avec les processeurs. Alors, les processeurs, on a du bon et du moins bon. Le bon, c'est plutôt chez Intel, même si c'est la 9e génération, donc pas la dernière. En notant que la 11e est censée sortir très très prochainement. Donc voilà, on commence à faire les fonds de stock de 9e génération et on baisse ses prix. On a le i5 9e génération, donc le 9600K, qui passe à 212 €. Il était à 250 avant, la semaine dernière. On a le i7 9700K qui lui passe à 303 € alors qu'il était à 375, donc c'est une vraie baisse intéressante en termes de prix. Après, à voir si par rapport à la concurrence c'est vraiment intéressant, faut voir. Et on a aussi le i9 9900K qui baisse un petit peu moins que ses frères. Il passe à 416 € alors qu'il était à 430 €. Donc ça baisse, mais en fait ça baisse aussi parce qu'ils veulent la rendre, j'allais dire obsolète, c'est pas vraiment le bon mot, mais ils veulent ne plus trop s'en occuper de cette génération-là. Donc ils vont avoir la 10e et bientôt la 11e, donc ils veulent un peu épurer les stocks de 9e génération, ça peut se comprendre. On a aussi le i5 10e génération, le 10400F, donc le i5 très accessible, qui passe à 162 € alors qu'il était à 170, donc petite baisse, mais c'est des processeurs très accessibles, donc petite baisse est quand même assez significative. Et on continue avec AMD, parce que c'est tout ce qui est sympa chez Intel et c'est pas tant que ça. On aurait aimé quelques réductions sur la 10e génération, sachant que la 11e est toute proche, on peut presque la sentir, mais non, pas tout de suite, ils n'ont pas l'air prêts. Et chez AMD, ça régale pas trop. Ça régale pas trop, on n'a pas de baisse. On a des hausses très légères sur de 1 ou 2 € sur quelques modèles. On a surtout le Ryzen 7 3700X qui repasse à un prix normal de 370 € alors qu'il est resté quelque temps à 290 €, un prix très attractif. Et on a le Ryzen 7 5800X, donc le dernière génération, qui a visiblement un peu de stock vu qu'il s'affiche à des prix proches du prix d'annonce. Donc ça veut dire qu'il y a un peu de stock. Ça fait plaisir de revoir un peu de stock sur ces processeurs qui ont longtemps été absents des magasins de vente et qui sont réapparus à des prix exorbitants. Donc c'est bien de retrouver des prix plus proches de ce qui avait été annoncé et ce qui peut paraître un peu plus correct. Ça reste compliqué, hein, les stocks des dernières générations de processeurs AMD, ça reste compliqué. On continue avec les cartes graphiques, mais ça va aller très très vite parce que du côté carte graphique, on a toujours que dalle. Hein. On va pas mâcher ces mots. Y a rien. Ça ne bouge pas. Il y a des cartes qui augmentent alors qu'elles sont même pas disponibles. Les peu de stocks qui apparaissent sont dévalisés en quelques minutes. À noter que dans l'après-midi, il y a eu une mise en disponibilité sur LDLC de 3080 et 3090 Founders Edition au prix des Founders Edition annoncés par Nvidia. Et c'est parti très très vite, alors qu'on parle de du coup la 3080 qui est à 719 € et la 3090 à 1549 €. On est sur déjà des cartes très très chères. Même si bien moins cher que les modèles custom équivalentes. C'est pas resté, je crois que ça n'a pas dû rester plus d'une heure. Hein. Enfin,
On parle de cartes qui valent 1500 €. Hein. Donc bien joué, elles plaisent beaucoup, mais il n'y en a pas assez pour les clients, pour les gens. Donc c'est un peu triste, et ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, Nvidia n'arrive pas à fournir suffisamment de stock, AMD pareil, et à tel point que même les générations précédentes ont disparu des rayons parce que les gens se sont rabattus sur ça et que la production n'est plus en place pour réapprovisionner même dans les générations précédentes. Peut-être une solution de reproduire de la génération précédente si c'est possible, si c'est pour les vendre aussi à des prix acceptables, hein, pas juste pour nous avoir, mais va falloir trouver une solution. Ça commence à être très long et ça commence à être plutôt très problématique. Donc on compte sur vous pour trouver des choses. On va pas nous faire croire qu'il n'y a pas de solution. J'y croirais pas. Réfléchissez un peu, vous trouverez des trucs. On continue avec la RAM, la DDR4. Pas beaucoup de changements. Toujours un bon moment pour acheter de la RAM. C'est pas si cher que ça. Que dire de plus? Pas grand chose, hein. En vrai, c'est un bon moment. On a un peu peur parce qu'il y a des trucs qui demandent aussi de la RAM, notamment les consoles nouvelle génération. Mais pour l'instant ça tient, on est bien et on espère que ça va continuer. Ce qui n'est pas sûr, hein, ça peut s'emballer à tout moment. Mais pour l'instant c'est cool, donc si vous avez besoin d'acheter de la RAM, vous pouvez y aller. C'est un bon moment. Pareil avec les SSD, petite hausse mais vraiment très légère sur les SSD SATA, donc les moins performants. Mais rien d'alarmant, hein. Tout est très contenu, aucun problème. Très légère baisse sur les dernières générations, mais pareil, hein, très contenu, ça les rend pas vraiment accessibles. Ça baisse lentement, tant mieux. C'est pareil, on a un peu peur que ça s'emballe, mais pour l'instant ça tient bien. Toujours un bon moment pour acheter du SSD, du stockage. D'ailleurs, que ce soit du SSD ou du HDD, du disque dur plus classique. Tout ça est assez peu cher en ce moment et pas dit que ça se maintienne, hein. C'est toujours des marchés assez fluctuants suivant l'offre et la demande. Mais là, c'est un bon moment pour acheter des SSD et c'est bien qu'il y ait quand même des secteurs qui s'en sortent mieux que d'autres, hein, parce que clairement, si le marché de chaque composant informatique était au même stade que celui des cartes graphiques, on serait vraiment pas bien, il n'y aurait rien et n'importe qui a besoin de faire un PC, et il trouve pas, hein. Clairement, les cartes graphiques, c'est ça, hein, c'est même si vous voulez, même si vous avez de l'argent à mettre, c'est très très compliqué. Et ça dégoûte un peu. Ça dégoûte un peu. On continue avec les ventes Steam de la semaine passée. Les ventes Steam, on va regarder tout de suite, mais la Chine est très très bien. La Chine qui truste les 2 premières places avec Dyson Sphere Program, un jeu qui a l'air plutôt très intéressant. Et Tale of Immortal, suivi de caractères chinois. Voilà, ils arrivent et ils font direct le podium. Donc voilà, ils sont bien. Des jeux qui sortent un peu de nulle part. J'ai vu le trailer de Dyson et un peu de gameplay. Ça a l'air plutôt sympa et fort, hein, fort ces Chinois quand même. Sortir des jeux comme ça. Honnêtement, moi j'en avais pas. Enfin, c'est 2 jeux que j'avais quasiment pas entendu parler et ils arrivent et bim, ils arrivent direct au top. Donc bien joué. Sinon, pas d'autres gros changements. On a toujours Skull the Hero Slayer, je sais toujours pas ce que c'est et qui est toujours dernier. Mais sinon rien de très anormal. Cyberpunk qui continue de bien se vendre. On parle des ventes, hein, pas
pas du nombre de joueurs, donc Cyberpunk qui continue à plutôt bien se vendre. Comme quoi, on a dit plein de mauvaises choses dessus, mais les gens continuent d'acheter. Donc après, je crois qu'ils ont fait aussi des promos. Peut-être pas sur PC. Je sais que sur les consoles, ils ont fait des promos. On continue avec des meilleures news. Même si les ventes Steam, c'est pas une mauvaise news, mais une news que j'apprécie beaucoup. Netflix qui va nous proposer une série animée sur l'univers Tomb Raider. Alors moi j'aime beaucoup les séries animées. Et j'aime beaucoup Tomb Raider, j'avoue. L'univers en particulier, même les films et tout. Je sais que c'est pas du grand cinéma, mais je trouve que c'est un bon divertissement et tout. L'héroïne Lara Croft a vraiment, est vraiment un personnage que beaucoup de gens connaissent et qui marche plutôt bien pour ce genre de programme de divertissement. Et Netflix a des moyens et du savoir-faire, donc en vrai ils peuvent faire quelque chose de bien. Honnêtement, moi je serais très client, je regarderai. Après ce sera peut-être pas bien, malheureusement on sait pas. Mais en général j'aime bien les choses liées, que ce soit surtout les films maintenant, pour l'instant. Mais je crois qu'il y a aussi eu des films d'animation sur l'univers Tomb Raider. Bon, on a malheureusement pas de visuel, mais on espère que Netflix fera ça bien. Ils peuvent, hein, ils ont déjà fait. Parfois ils font des trucs bien, parfois moins bien. C'est aussi les goûts et les couleurs, hein, c'est compliqué. Mais ils savent faire les trucs bien, donc on espère que ce sera le cas cette fois. On continue avec du commerce international, de la géopolitique, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, c'est encore la guerre entre les États-Unis et la Chine. Je vous en avais parlé, Xiaomi a été placé sur la liste noire des entreprises chinoises pour les États-Unis. C'est-à-dire, en gros, quand une entreprise est placée sur la liste noire, on dit aux entreprises américaines ne travaillez pas avec ces entreprises, et même jusqu'à il peut y avoir des sanctions si vous travaillez avec ces entreprises. Donc c'est pas juste une recommandation, hein, c'est vraiment un vrai verrouillage juridique. En général, pour placer ce genre d'entreprise sur la liste noire, en tout cas pour les Chinois, c'est souvent on dit que ça travaille avec l'armée. Comme ça, comme ça on a un argument. Du coup, visiblement, Xiaomi décide de contre-attaquer. Il s'adresse à la justice américaine pour faire annuler cette décision. C'est pas vraiment étonnant, ils ont tout intérêt à le faire, même si ça marche pas. En vrai, il faut le faire. On a vu que Huawei, qui a été placé précédemment sur liste noire, a eu beaucoup de mal et a toujours beaucoup de mal à s'en relever. Xiaomi a continué à avoir une très bonne courbe de progression parce que eux n'ont pas été blacklistés. Ça fait très très peur, hein. Ça fait très très peur pour une entreprise chinoise. À noter que par exemple Xiaomi utilise Android, propriété de Google, entreprise américaine, pour l'intégralité de leur smartphone. Donc si ils sont vraiment blacklistés, ils n'auront plus le droit d'accéder à Android. Ce genre d'histoire, ça peut être des très très gros problèmes pour Xiaomi et une croissance clairement revue à la baisse. Donc c'est pas étonnant qu'ils fassent tout pour essayer de faire annuler cette décision, mais clairement c'est pas gagné. C'est pas gagné. On sait que les Américains sont protectionnistes et que ça les dérange pas du tout de blacklister des entreprises. Après, je ne suis pas assez informé pour savoir si c'est fait avec, s'ils doivent mettre des preuves ou pas, comment tout ça est fait, mais à mon avis, ils s'arrangent bien comme ils veulent. Ça ne m'étonnerait pas du tout.
on continue avec une news très surprenante. Honnêtement, je me suis posé des questions en lisant cette news. On nous parle ici d'une collaboration, en tout cas d'un accord entre Intel et TSMC. Intel et TSMC, deux grands fondeurs de puces. La différence majeure entre ces deux fondeurs de puces, c'est que Intel fait principalement des puces pour eux et TSMC fait des puces pour des gens. Autre différence, Intel jusqu'à maintenant fait des puces en 14 nanomètres et TSMC fait déjà du 5 nanomètres, notamment pour Apple. Ils font aussi du 7 nanomètres pour AMD. Et là, on nous parle d'un accord pour graver des processeurs en 3 nanomètres. Alors, c'est un peu étrange. Au début, on se dit pourquoi TSMC, qui fait déjà du 5 nanomètres, là où Intel fait encore du 14, presque 3 fois plus, pourquoi TSMC voudrait vraiment collaborer alors qu'ils ont l'air d'être en avance et d'avoir un peu la main mise sur le futur. Et ça a l'air d'être un peu flou, en vrai. Intel a tout intérêt, eux ils sont à la bourre, et clairement ils doivent recoller. J'imagine qu'il y a une mise en commun de certaines recherches et développements et potentiellement une envie d'aller dans le futur encore en dessous. C'est d'ailleurs ce qui est dit dans la suite de l'article. Pourquoi pas aller jusqu'à du 2 nanomètres. Mais ça pourrait aussi potentiellement permettre d'accélérer les choses en fait. Pas que Intel ou TSMC seuls ne soient pas capables d'atteindre ces finesses de gravure, juste en mettant en commun certaines choses, certains savoirs et certains process. J'imagine qu'ils pensent y arriver ensemble, et TSMC voit toujours l'intérêt de pourquoi pas plus ou moins garder Intel comme client et de finir par faire les puces d'Intel. Donc ouais, ils ont carrément, ça arrange tout le monde, mais ça voudrait aussi dire que TSMC deviendrait le roi sur son trône. Parce qu'ils auraient récupéré quasiment tout le monde. Il leur manquerait plus qu'à aller récupérer Nvidia et on pourrait dire qu'ils ont le monopole. Donc c'est pas encore fait, ça c'est en train d'être finalisé, ça devrait être fait parce que vraiment tout le monde y gagne et on avancerait en technologie, donc il y a des vrais intérêts. Après, ça reste un peu étonnant, mais on est toujours à la course à toujours plus fin. Toujours plus fin, ça permet plein de choses. C'est aussi ça qu'il faut noter. Avoir une finesse de gravure toujours plus petite, ça permet sur la même surface d'avoir plus de composants, donc potentiellement plus de performance, et aussi moins de consommation, même si on a vu que au bout d'un moment, quand on va trop petit, on a d'autres problèmes, mais tout de même moins de consommation. Donc plus de performance et moins de consommation, ça régale. Yo Toxic, et oui, t'arrives sur la news des 3 nanomètres en 2022, et du coup on nous annonce tout de même 2022 3 nanomètres, les premiers processeurs qui sortent en 3 nanomètres. En vrai, on y croit, ils font déjà TSMC fait déjà du 5 nanomètres pour Apple. Que ce soit pour des iPhones ou pour ces derniers MacBook avec la puce M1. Et on nous dit dans le futur du 2 nanomètres. Et là, on arriverait, je pense, pas loin des limites des process actuels. Après, il y a un moment où il va falloir tout réinventer si on veut encore faire plus fin. Et peut-être que aussi à un moment, à force de faire plus fin, on va avoir d'autres problèmes qui n'étaient pas forcément anticipés. Les limites de la physique est vers les 1 nanomètre, je sais, c'est pour ça que
je dis déjà à 2 nanomètres, ça va être compliqué parce que entre la théorie et la pratique, il y a toujours des marges assez conséquentes, hein. Chaque personne qui a fait un peu de science théorique et pratique le sait. La théorie, c'est une belle histoire, la pratique, c'est une autre galère. Donc, mais en tout cas, ça fait plaisir de se dire que des gens qui ont des vrais savoir-faire les mettent en commun pour aller plus loin. Après, n'oubliez pas, ça reste des entreprises qui sont là pour faire de l'argent. Si elles le font, c'est aussi qu'elles y trouvent un intérêt financier. C'est pas des laboratoires de recherche publics. Donc, n'oubliez pas que le but reste de faire de l'argent. Mais c'est cool qu'on aille plus loin. Et honnêtement, Intel, ils ont vraiment besoin de rattraper leur retard. On rappelle, ils sont en 14 nanomètres. Et la 11e génération de processeurs qui n'est pas encore sortie est encore en 14 nanomètres. Donc il va falloir rattraper tout ça. On continue avec un bon bilan, le bilan d'Epic Games. Donc ils se sont régalés, hein. En vrai, j'ai même pas envie de tout détailler, mais 160 millions de clients PC, donc de comptes. Un pic à 56 millions d'utilisateurs actifs sur le mois de décembre. Plein d'argent, on va pas tout détailler, mais ils se sont régalés. Petit truc à noter qui est pas vraiment dit directement, mais qui est déduit en regardant les chiffres et tout. Ça reste encore pas mal porté par Fortnite, même si ils ont maintenant une vraie grosse plateforme avec beaucoup de titres différents. Une grosse partie de leurs revenus reste liée à Fortnite et aux microtransactions, hein, de Fortnite, parce que Fortnite est gratuit. Donc ça se met bien, ça vit bien. Encore une entreprise du numérique qui connaît pas la crise. Heureusement qu'il y ait des entreprises qui connaissent pas la crise, mais du coup il va falloir reverser un peu, les gars. Faut penser aux autres. Tout le monde ne se porte pas aussi bien. En tout cas, eux, si je peux leur accorder un truc, c'est vrai qu'ils font irrégal parce qu'ils offrent régulièrement des jeux gratuitement. Et ça, c'est quand même quelque chose de... C'est une forme de redistribution. Alors, eux, ils voient leur intérêt aussi, hein, encore une fois, on va pas se mentir, hein, c'est une entreprise, ils sont là pour faire de l'argent. Mais nous, en tant que consommateurs, ça nous régale tout de même. Et ça peut potentiellement régaler les studios qui mettent justement à disposition ces jeux. Parce que quand nous, on reçoit un jeu gratuit, le studio qui a édité le jeu reçoit de l'argent, j'imagine un paiement pour cette disponibilité gratuite sur leur plateforme de la part d'Epic. Donc en vrai, c'est cool, ça permet de faire circuler un peu plus l'argent. Et ce serait bien aussi que ça soit fait avec peut-être des plus petits studios, des trucs un peu plus indépendants et tout, histoire que de pas toujours faire profiter ceux qui ont déjà une grosse partie du gâteau, quoi. Mais bon, en vrai, c'est déjà cool, ils offrent des jeux, et honnêtement, moi, je me régale des jeux qu'ils offrent, hein. Ça, là-dessus, soyons honnêtes, je me régale des jeux qu'ils offrent, et je trouve ça très bien d'avoir accès à des jeux gratuitement. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens, et acheter un jeu 60 €, c'est quand même très très cher. Donc quand ils font des choses bien, il faut le dire aussi. En tout cas, ils n'ont aucun problème visiblement, hein, pas de crise financière chez Epic, la plateforme ne va pas disparaître. On continue avec un clavier. Alors du coup, je vous avoue que je ne sais pas comment prononcer ce nom. On dit quoi? On dit Falchion? Franchement, ils auraient pu l'appeler Falcon, avec moins de lettres. On enlève le H, on enlève le I et ça fait Falcon. Mais on va l'appeler Falchion. Aucune idée. En tout cas, c'est un clavier Asus ROG, donc haut de gamme.
Donc aussi très cher, il coûte 170 €, enfin il coûtera 170 € environ. Disponible le 25 mars prochain. On est sur un format 65%, c'est-à-dire 65% d'un clavier où il y a tout. Ça donne ça. Donc c'est petit, c'est petit. C'est un clavier vraiment petit, mais prêt pour être baladé. Il est soit sans fil, soit filaire. Ça c'est bien, on a les deux. Merci, on le paye cher. Mais on a les deux, on a le choix. En sans fil, il a une autonomie de 450 heures. Donc vous aurez le temps de voir venir. En sachant que... alors je ne l'ai pas noté, pardon. Mais il se recharge... voilà, 32 heures de batterie en 30 minutes de charge. Donc c'est pareil, hein, ça se recharge très très vite. Il n'y a aucun problème là-dessus. Difficile de tomber en panne de batterie. Et vous avez toujours un câble si vous avez besoin. On est sur du clavier mécanique, bien sûr. On a des switches Cherry MX Red, donc des switches silencieux. On a du rétroéclairage RGB synchronisable et tout ce que vous voulez. On a même une barre tactile là sur le côté gauche. Pareil, programmable, vous pourrez l'associer à ce que vous voulez. En vrai, il est plutôt propre. Il va être très haut de gamme, il va être très bien fini, on va être sur du très beau matos. Il va coûter dans les 170 €, ce qui est quand même relativement cher, même si ça reste du mécanique, avec et sans fil, bonne autonomie, tout ça. Seul petit défaut, peut-être, c'est le manque de repose-poignet. On aurait aimé à ce prix-là un repose-poignet amovible. Surtout à noter qu'il est quand même un peu haut comme clavier et on le paie relativement cher, donc ils auraient pu le fournir. Plutôt sympa, très haut de gamme, très cher, on est sur du produit Asus ROG. Après, à voir ce que vous faites de votre clavier et voilà, on n'est pas sur du clavier fait pour rédiger vos lettres. On est sur du clavier gaming qui pourra être transporté pour les gens, j'allais dire qui font des LAN, mais tout ça c'était dans un autre temps. Mais en tout cas, si vous un clavier qu'on peut balader, qu'on peut changer d'un bureau à l'autre, qui sera résistant et sur lesquels vous ne renierez rien sur les compatibilités pour l'e-sport. On est sur du très très haut de gamme. Tout ce qu'il faudra pour être un pro player, donc on est sur du bon matos, juste c'est cher, mais bon, Asus ROG c'est toujours cher, c'est jamais donné. On continue avec un truc plus accessible et pourtant plutôt haut de gamme aussi en termes de caractéristiques, de finition. On est sur un prix d'environ 40 €. On est sur une souris filaire. Là on peut pas enlever le fil. On n'a pas de RGB, mais par contre on est sur du 73 grammes, donc c'est plutôt léger. On est sur la marque Corsair et sinon c'est vraiment une souris haut de gamme en termes de caractéristiques, hein. C'est prêt pour le gaming, tout ça, à environ 40 €, ce qui est quand même plutôt intéressant. Un design assez sobre et qui a l'air symétrique, même si vous n'avez pas les boutons de chaque côté. En vrai, moi j'aime bien, c'est assez... Moi j'aime bien les designs assez sobres en général, du coup ça me plaît bien et j'ai noté, hein, ça peut être une souris, il va falloir que j'achète une souris, ça peut être une souris qui peut me convenir. Clairement. Alors, oui. À l'aide. Vraiment, après on verra, on attendra que ça sorte et pourquoi pas avec une petite promo à moins de 40 €, ça pourrait régaler. Mais déjà 40 € c'est quand même très accessible. Petit point stock. Les news qui font pas plaisir.
on va aller très très vite, mais voilà, hein, AMD, c'est à parler. AMD a dit que ça allait être compliqué, hein, avant presque 6 mois, peu importe quoi. On parle des Ryzen 5000, des GPU RX 6000, mais aussi des PS5 et des Xbox. Ça va être compliqué. Ils n'arrivent pas à tenir la cadence de production nécessaire pour contenter la demande. Donc ils sont en galère et ils savent visiblement ils n'ont pas les solutions. Et tant qu'ils n'ont pas de solution, ils vont pas dire que ça va s'améliorer, ce serait nous mentir. Heureusement qu'ils nous disent pas que ça va s'améliorer s'ils n'ont pas les solutions. Mais un peu déçu, un peu déçu. Après, au moins ils sont honnêtes. Déjà on peut leur accorder ça. Et il y a un moment où il faut être honnête. Surtout que là, visiblement, ils ont vraiment aucune éclaircie dans le ciel, hein. Ça a l'air vraiment très très gris pour eux. J'imagine qu'ils font un peu comme ils peuvent et en admettant officiellement que c'est compliqué, ils vont. Enfin, pour moi, ils font la meilleure communication qu'ils peuvent avoir en ce moment s'ils ont vu qu'ils n'ont pas de solution. Est-ce que le PC va gagner du terrain? Je pense pas en vrai. Je pense pas parce que ici on nous parle de tout ce que AMD produit, que ça soit du PC avec les Ryzen 5000 et les RX 6000 ou effectivement les consoles c'est que. Mais est-ce que déjà Nvidia n'y arrive pas non plus en termes de prod et pourtant ils ont moins de trucs à faire que AMD parce qu'ils ont juste des cartes graphiques. AMD fait beaucoup de trucs, hein, faut quand même garder ça à l'esprit. Et, le dernier vrai test, ça va être, et on va l'avoir très bientôt, ça va être Intel. Intel qui va sortir sa 11e génération. On va voir, ça va aussi dépendre de la demande sur cette 11e génération. Mais on va voir ce qu'ils sont capables de produire et s'ils sont capables d'avoir des stocks et de les tenir. Mais pour l'instant, personne s'en sort bien, hein. Honnête, dans la prod mondiale, le seul qui s'en est à peu près bien sorti, c'est Apple. Et encore, ils s'en sont bien sortis, mais ils ont quand même modifié leur sortie habituelle en décalant leurs iPhones 2 modèles puis 2 modèles, sinon ils pouvaient pas. Donc, en vrai, pour l'instant, personne n'a une solution parfaite, hein. Même même ceux qui d'habitude n'ont aucun problème et sont toujours au top sur la prod, euh, ils sont en galère. Et oui, 6 mois c'est beaucoup. Yon Airlock, 6 mois c'est beaucoup, mais encore une fois, l'histoire c'est aussi qu'ils multiplient les produits. Parce que là on nous parle de ça, mais faut pas oublier que ils font aussi, je sais pas, des processeurs mobiles. Ils font encore d'autres trucs. Et en multipliant tout ça, au bout d'un moment, on arrive à saturation et tout devient compliqué. Après, je pense qu'ils prennent aussi un peu de marge parce qu'ils ont peut-être, ils se disent tant qu'à faire un communiqué là-dessus, autant se laisser un peu de marge, histoire de pourquoi pas faire plus tard un communiqué en disant on a une solution. Vaut mieux le faire dans ce sens-là plutôt que dire 3 mois et dans 3 mois c'est toujours pareil, tu vois. Donc en vrai pour moi c'est quand même le meilleur choix de communiquer comme ça. Ça reste triste et ça a l'air très compliqué, hein. C'est pas ils sont incompétents, ils sont en galère. Ils sont en galère, c'est pas les seuls, ils s'en sortent. Ça par contre on peut dire qu'ils s'en sortent pas mieux que les autres. Ça on peut le dire. Est-ce qu'ils s'en sortent vraiment moins bien? Sur certains produits, oui. Est-ce que ça n'a pas été des choix aussi? Sûrement que si, en fait. Parce qu'ils sont pas plus incompétents que les autres. Ou plus compétents que les autres, en vrai. Là, ils ont... Là, en ce moment, dans la prod, ils ont l'air tous sous l'eau. Clairement. Donc, voilà. Et on continue avec les processeurs
Pareil, les processeurs, ça revient doucement. On a vu le Ryzen 7 5800X, dernière génération, revient à des tarifs proches des tarifs annoncés. Mais on nous dit que sur le très haut de gamme, donc on imagine les Ryzen 9, ça a encore plus de retard que prévu. C'est encore plus compliqué que prévu. Est-ce que ça nous étonne? Pas tant que ça, pas tant que ça. Mais bon, est-ce que ça nous fait plaisir? Pas vraiment. C'est plus ça. Après, on aura des temps meilleurs dans le futur, on espère. Pour l'instant, un peu triste. Un peu triste. Honnêtement, moi je suis content de ne pas être dans le cas où j'attendais cette génération pour changer machin, parce que je serais triste quand même d'être là à plus 3-4 mois après le lancement et se dire c'est toujours pas possible de les avoir, ou alors c'est possible mais à 150% du prix annoncé. Euh, je me mets à la place de ces gens-là et petite pensée à eux, petite larme pour eux. Je vous envoie toute mon énergie. Soyez forts, mais pas d'éclaircie à l'horizon là-dessus. On continue avec un petit point sur la 11e génération et plus précisément le i9. Alors, d'abord, on parle du i9 11900 KF, donc le K pour les coefficients débloqués, le F pour la partie graphique intégrée qui a été enlevée. Et on nous dit 250 watts de consommation. Ça, ouais, ok. En vrai, pas si choquant que ça. Par contre, la suite, 98 degrés avec un water cooling all-in-one de 360 mm. Ça fait un peu plus peur. On rappelle, on a 8 cœurs. On a un TDP de 125 watts, mais en PL1. Alors qu'en PL2, il va jusqu'à 250 watts. Je vous avoue que moi, je savais pas ce que c'était. Et pourtant, j'ai eu des cours d'électronique et d'électricité. Mais je ne savais pas ce qu'était le PL1 et le PL2. Peut-être sécher ces cours, je sais pas. Donc, je suis allé me renseigner. En fait, le PL1 est la consommation en normal, en moyenne pour une utilisation normale. Le PL2 est la consommation maximale donnée pour un temps précis qu'on appelle taux. Taux, peut-être la lettre taux, je ne sais pas. Et du coup ici on a 125 watts en PL1, 250 watts en PL2 et un taux de 56 secondes. À noter que ce taux, ce temps où le processeur peut aller piocher plus de puissance pour être plus performant, a été doublé. Donc potentiellement le processeur a des pics de performance plus élevés que les générations précédentes. Petit point qui fâche, ce fameux 98 degrés avec un water cooling de 360 mm. On rappelle, 360 mm c'est la taille du radiateur. Un radiateur de 360 mm accueille 3 ventilateurs de 120 mm. Donc c'est quand même censé être très bien refroidi, même si c'est précisé dans la news qu'on est sur du water cooling plutôt entrée de gamme. C'est quand même censé être plutôt bien refroidi. Et là on nous dit qu'on atteint les 98 degrés. C'est chaud. En vrai, c'est chaud, c'est trop. C'est honnêtement trop. Surtout que là, c'est censé être fait avec les réglages d'usine. Hein. On n'est pas parti l'overclocker ou quoi que ce soit. Donc, je sais pas. Franchement, ces 98 degrés m'interpellent. On est quand même. C'est pas comme si on avait mis un ventirad tout pété dessus. On est sur du water cooling 360 mm. On est sur normalement quelque chose qui refroidit, peut-être pas au mieux, mais au moins de manière efficace.
Voilà, 98 degrés, c'est pas efficace, hein. Si votre processeur il monte à ces températures-là, inquiétez-vous, c'est pas normal et c'est pas bon pour votre processeur si il reste à des températures comme ça trop longtemps, hein. On n'est pas. Si vous pouvez faire cuire un œuf sur votre processeur, inquiétez-vous, ce n'est pas normal. C'est pas un bon plan. C'est pas une plancha. On ne fait pas ça. Donc encore des choses un peu à redire sur cette 11e génération qui a du mal à nous faire envie. J'espère me tromper, j'espère beaucoup me tromper, mais je vous dis pour l'instant, aïe aïe aïe. Pour l'instant, aïe aïe aïe. On continue avec cette 11e génération et toujours ce i9, sauf qu'on est passé au 11900K. Donc ici, on récupère une partie graphique intégrée. Pourquoi? Je n'en sais rien. Si vous avez la réponse, donnez-la moi, parce que je n'en sais rien. Pourquoi on fait un test une fois avec le KF et une fois avec le K. Ici, c'est du benchmark. Ici, c'est du benchmark. On nous dit quoi? En gros, on nous dit que ce i9 11900K qui va coûter plus de 600 euros est meilleur en monocœur. Honnêtement, vous pensez qu'il y a des gens qui achètent un processeur à 600 euros pour faire pour faire tourner qu'un cœur? Pas sûr, pas sûr. Et que du coup il est moins bon en multicœur. Pareil pour toute cette 11e génération. Encore une fois, le i7 s'en sort très bien en monocœur. En même temps, en monocœur, on a les systèmes de boost. Des boosts énormes. La 11e génération, le i9, il atteint 5,3 GHz sur un seul cœur. Mais sur un seul cœur. Et quand il n'y a qu'un seul cœur qui tourne. Il atteint déjà moins sur un seul cœur quand tout se tourne. Eh ouais, eh ouais. Donc en vrai, un i9, il n'est pas fait pour tourner sur un seul cœur, je suis désolé. C'est bien mignon, c'est bien marrant. Mais le mec qui achète un i9, je vous garantis qu'il n'a pas envie de faire tourner un seul cœur. S'il a pris un i9, c'est qu'il va avoir besoin de multitâches lourds. Sinon, tu prends un i5. Du coup, peut-être que le i5 sera intéressant s'il a des prix intéressants, parce que du coup, le i5 ou même le i3 qui ont plus d'applications en monocœur. Les limites du socket, je sais pas. Les limites de la finesse de gravure. De toute façon, Intel, tant qu'il... Cette 11e génération, elle invente rien, elle rattrape un chouïa de retard, notamment en termes de PCI Express 4.0 et de vitesse de RAM. Mais sinon, le seul truc qu'on peut lui donner, c'est la compatibilité avec la génération précédente, notamment de carte mère, qui était quasiment jamais le cas avant chez Intel, alors que ça a été le cas encore avant. On parle à des époques que les moins de 20 ans ne connaissent peut-être pas. non, pas tant que ça, mais sinon, en vrai, je sais pas. Des grosses questions hein, sur cette 11e génération. On a un peu du mal à comprendre ce qu'ils font. Donc on jugera quand ça sortira, mais pour l'instant, ça fait pas très envie. On continue avec le NUC 11, on est encore chez Intel. Alors le NUC c'est quoi? C'est un mini PC qui sont censés quand même être plus ou moins performants, mais il y a des modèles plutôt ok tiers. Ici on nous parle d'un modèle avec un processeur i7 11e génération. Et voilà la particularité de ce nouveau NUC, c'est qu'il a une boîte en forme de maison. Non, c'est vrai, hein. C'est vraiment sa vraie boîte. Bon, vous imaginez bien que on se pose quand même des questions. Pourquoi? Alors c'est très marrant, c'est très mignon, je suis d'accord. En termes de logistique, c'est la full galère, hein, tout de même. Pour les ranger, ensuite, on sait que le NUC n'a pas cette forme-là. Ça fait un peu la niche du chien. Mais surtout, du coup, ça fait quand même un gâchis de carton pour... Parce que là, on a de la place perdue, hein, c'est sûr.
Du coup c'est marrant, mais peut-être pas si pertinent que ça. Point intéressant de cette nouvelle version, on a enfin la compatibilité avec le PCI Express 4.0 et on a aussi un emplacement de charge par induction, de charge QI. Et ça c'est pas mal. On n'a pas de prix, donc, comme je vous le disais, le i7 11e génération. Après c'est un modèle particulier, hein, pas comme les modèles de bureau. En vrai, en général, c'est des objets plutôt sympas, mais souvent assez chers tout de même. C'est un peu le très haut de gamme du mini PC. C'est un peu ce qu'on peut leur reprocher. En termes de performance, c'est plutôt bien en général, et même en termes de nuisances sonores et de chauffe aussi. On n'arrivera jamais à obtenir autant de performance que sur un gros boîtier un gros PC avec un gros boîtier et tout en gros. Mais on atteint maintenant des bonnes petites configs très compactes, mais un peu cher, un peu cher. On finit avec l'insolite, parce que j'ai dépassé mon chrono et il faut que je traîne pas trop. L'insolite, la nouvelle Tesla Model S, qui a assez de puissance pour faire tourner Cyberpunk 2077. Et non, ce n'est pas une blague. Elle peut bien abattre le 0 à 96 km/h en 2 secondes et atteindre les 321 km/h. Proposer jusqu'à 874 km d'autonomie, ça reste dans les rêves des ingénieurs Tesla. Je suis désolé, en vrai, elle ira pas autant, mais ça reste une très bonne autonomie pour une voiture électrique. Mais surtout, on a bien un maxi écran et les 10 teraflops de puissance comme dans votre PS5 pour jouer à Cyberpunk. On a la mémoire vidéo, on a tout ce qu'il faut, hein. On a la même base que les consoles. On a le RDNA2 Navi d'AMD. Donc en vrai, une PS5, une Tesla, la même chose. À quelques milliers de dollars près. La même chose parce qu'on le rappelle, hein, le prix d'une Tesla c'est de 119 000 à 139 000 dollars. Hein. Donc voilà, ça veut la PS5 coûte seulement 500 euros. Ça restera moins cher. Mais peut-être que la Tesla est plus facile à acheter parce que plus en stock, ça c'est possible. Ce serait un comble, mais c'est possible. En tout cas, ça m'a fait rire hein, quand même parce que ça fait tourner Cyberpunk. Hein. Et on finit avec un ordinateur, un Apple I de 1976, mis en vente sur eBay pour 1,5 million de dollars. Ça fait partie des 200 machines qui ont été produites. On y retrouve le boîtier en bois, le clavier ici. L'écran est en plus, hein, c'est pas d'écran dans l'Apple I. C'est une télé Sony, je crois. Voilà, un téléviseur Sony TV 115. Et voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Voici le PC. Là, vous avez le clavier sur le dessus. Et là, la carte mère. Aïe, aïe, aïe. Incroyable. Hein. Incroyable. A noter que sur les 200 exemplaires produits de l'Apple I, les 50 premiers exemplaires ont été montés par Steve Wozniak, donc le deuxième homme qui a lancé Apple. Hein. Mais visiblement celui-là n'aurait pas été monté par Seigneur Wozniak, grand maître de l'ingénierie de l'époque. Vraiment un homme, un geek, hein, un vrai geek. À l'époque où c'était pas bien d'être geek, un vrai geek. Donc est-ce qu'il se vendra à ce prix-là? Il y a moyen que non, mais ça reste très marrant quand même. Les derniers ont été vendus entre 300 et 700 000 dollars. Donc on verra. En tout cas, c'est quand même marrant.
Et voilà qui conclut notre point actu hardware du jour. J'espère que vous avez apprécié des news bien sympas. Toujours le lundi très chargé, hein, vous avez l'habitude maintenant. Mais ça régale. Ça régale. Et j'arrive à bien diversifier tout. Avoir un peu de tout. Et ça me fait très plaisir de traiter plein de sujets différents avec vous. Parce que il faut savoir ne pas s'enfermer dans quelque chose. Et apprendre des nouvelles choses. C'est aussi ça que j'aime beaucoup. Donc j'espère que vous appréciez. Et n'hésitez pas à me faire des retours comme d'hab. Je lis tout avec grand plaisir. Et on se retrouve demain pour le point actu hardware.